Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons en Seine-Saint-Denis dans le 93 à la rencontre de Fabio, qui est chargé d'affaires dans une entreprise de plomberie. Salut Fabio. Salut Boris, salut à tous les Français et à tous les confinés. Alors, dis-moi, comment as-tu entendu parler du coronavirus ? Alors je tiens avant tout à préciser que je suis Fabio Marcel Dominique et au risque de choquer certains et de les décevoir, je suis français, blanc, catholique et royaliste. Voilà, j'espère que ça ne dérange personne, ce que je pourrais comprendre. Non, ici tout le monde est bienvenu. Ouais, bah merci, c'est gentil. Alors, j'ai entendu parler du coronavirus, il me semble que c'était au travail, au bureau. Assez tardivement, puisque je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, parce que je suis assez coupé des informations et tout ça, ça devait être février-mars, pas plus tôt. D'accord. Ah oui, donc vraiment juste avant toutes les mesures de confinement, quoi. Ouais, peut-être un mois avant quand même, on parlait, voilà, en Chine, des gens qui toussent et qui tombent. Oui, qui comme perdent sur le sol. on a tous un peu eu vent comme ça de cette manière par des vidéos ou des gens qui nous en parlaient. Ouais. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu as accueilli les gestes barrières préconisés et administrés par le gouvernement ? Bah alors écoute, au début, je savais pas trop sur quel pied danser. C'est-à-dire que, donc au début, voilà, on me dit, faut que tu regardes. En Chine, il y a des Chinois qui toussent, qui sont allongés sur le sol, on sait pas trop. Bon, alors, j'en avais vraiment rien à foutre. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ok, super. Et quand ça a commencé à faire un peu plus de bruit que ça, et donc quand la télévision française a commencé à en parler et à nous donner des instructions, bah je savais pas trop sur quel pied danser parce que je me suis dit, mais bon, alors oui, ça s'est passé dans un premier temps en Chine. L'épicentre est en Chine. Mais c'est pas non plus ahurissant que ce soit arrivé en France, puisque bah voilà, l'avion, on se déplace très très rapidement et très facilement aujourd'hui, donc j'en avais un peu rien à foutre aussi, quoi. Donc au début, j'ai pas vraiment appliqué de mesures. Je continuais, par exemple, je crois que le premier jour de confinement, c'était un mardi, il y a peut-être 5 ou 6 semaines, mais j'ai plus trop la notion du temps avec tout ça. Oui. Alors, le dimanche, alors qu'il y avait déjà des gens sur Paris qui voulaient plus sortir de chez eux, bon, moi j'en avais rien à foutre, je sortais. Alors à cette époque-là, tu vois, là je te parle d'un truc où à cette époque-là, Ouais. des rassemblements de plus de 100 personnes étaient déjà interdits, tu vois. Ah oui, oui. Ben moi, rien à foutre, je sortais, tu vois, j'étais allé à la messe même, alors qu'ils avaient déjà fermé les églises, tu vois, vraiment j'en avais rien à foutre. Ouais, tu continues à vivre ta vie comme si de rien n'était, en fait. Bah ouais, j'avais l'impression que, tu sais, c'était juste une grippe, quoi. Bah d'ailleurs, il y a quelques personnalités de la sphère politico-médiatique, c'est ce qu'ils avaient dit, hein. Oui, C'est c'est qu'une vrai. grippe, ça, c'est rien, donc bon, bah moi, t'es discipliné, voilà, quoi. Et alors après, bon, bah, comme j'ai une femme et 2 enfants, alors dès que, donc 2 jours plus tard, ils ont annoncé le confinement, alors là, je me suis dit, ah putain, s'ils nous laissent enfermés à la maison, qui nous empêche d'aller travailler, c'est quand même que c'est chaud. Et donc là, à partir de ce moment-là, à partir de du premier jour officiel de confinement, là j'ai commencé un peu à arrêter à faire ma tête de con, quoi. Enfin, pas vraiment la tête de con, mais le jeu m'en foutiste. Et je me suis dit, bon, bah je joue le jeu. Voilà, Oui, c'est à partir de ce moment-là où je joue le jeu, je sors pas, je sors que pour sortir mon fils aîné qui a Ouais. presque 3 ans, parce que sinon c'est pas possible. Mais par contre, je ne vais pas plus loin que le bas de l'immeuble, de la résidence, et je ne m'approche de personne, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, pendant le confinement, quelles ont été un peu les nouvelles habitudes à prendre, justement ? Ah, il y en a eu pas mal. Déjà, la plus plaisante, c'était de ne plus aller travailler. Parce que je suis pas un gros bosseur, hein. Je bosse que 38 heures par semaine, alors qu'il y en a qui font facilement le double. Mais par contre, c'est vrai que depuis 2006, je suis salarié depuis 2006. Donc ouais, ça fait 14 ans, bah voilà, je me suis jamais autant reposé. Parce que là, en tout, je pense que j'aurais eu 2 mois de cessation d'activité professionnelle. Donc le premier gros choc, c'était de me dire, bon bah voilà, je vais plus travailler, quoi.
donc vacances. Deuxième chose positive, c'est de pouvoir profiter de ma femme et de mes enfants plus que possible. Alors, je dis mes enfants, mais en fait, à la base, c'est de mon enfant, puisque mon deuxième fils est né lors de la deuxième ou troisième semaine de confinement. Et oui, parce que Fabio a vécu l'arrivée de son deuxième fils pendant le confinement, pendant la pandémie. Dis-nous un peu justement, félicitations. Et puis dis-nous un peu alors comment ça s'est passé, que ça soit de ton ressenti à toi, du vécu à l'hôpital avec toutes ces nouvelles mesures, etc. Raconte-nous un peu. Ouais, c'était un bordel en fait parce que donc là déjà le confinement était déjà bien ancré, ça faisait déjà au moins 2 semaines. Et donc on entendait chaque jour qui passait, on apprenait des nouvelles de plus en plus tristes. Enfin, c'était chaque jour de plus en plus de personnes infectées, de plus en plus de morts. On commençait à cette époque-là à entendre parler d'éventualités d'hôpitaux saturés, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Donc, hôpitaux saturés, oui. Voilà, bon, je suis pas une baltringue, mais c'est vrai que j'étais pas tout fier. Hein. Je me suis dit bon, comment ça va se passer est-ce qu'on a des chances de se faire contaminer, parce que enfin l'hôpital pour choper quelque chose il n'y a pas mieux, quoi. C'est un nid à microbes, quoi. Donc bon. Et alors le jour où ma femme a eu ses contractions, on y est allé. Alors tu vois l'ambiance, déjà t'avais personne dehors. Ah, alors elle a couché à Montreuil. Montreuil, donc voilà, 93, le département où t'as le plus de personnes contaminées. Mais malgré ça, donc tu vois, théoriquement, apparemment, c'est aussi le genre d'endroit où t'as le moins de personnes qui respectent le confinement. Moi, je me souviens que j'étais quand même particulièrement frappé de voir qu'il y avait personne dehors. À l'hôpital, t'avais un vigile avec un masque. Enfin, tu vois, ça fait bizarre de voir un vigile avec un masque te tenir à distance. Ah ouais. Heureusement, moi, j'avais un masque, ma femme n'en avait pas. Et donc, elle est rentrée en première, et ensuite, ils m'ont laissé rentrer en deuxième. Okay. Et puis, on a attendu, et puis au bout d'un moment, ils m'ont laissé rentrer elle, et moi, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre dans une petite salle d'attente, avec des personnes, je savais pas trop si elles étaient contaminées et tout, donc il y avait un peu le doute, un peu le flip, quoi. Ah ouais, tu sais pas. T'es dans le flou, en fait. Puis surtout que t'es là avec ta femme, avec ton futur enfant qui arrive, qui est tout fragile, tu te demandes, j'imagine, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mon premier fils, j'avais laissé, en fait, quand ma femme a eu les contractions, on est d'abord parti chez belle-maman à Drancy déposer le premier, et ensuite on est allé à l'hôpital, on était dans une espèce de... Voilà, vraiment, on savait pas du tout sur quel pied danser. Alors, au bout d'un moment, quand ma femme a été prise en charge, on m'a laissé rentrer. Donc là, j'apprends que j'ai extrêmement de chance parce qu'un jour près, je n'aurais pas pu assister à l'accouchement. Ah oui. Ensuite, l'accouchement s'est très bien passé. Ils avaient l'air d'être assez chargés au niveau du boulot, mais ils n'étaient pas non plus complètement saturés. Enfin, du moins, dans le service maternité. Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui n'est pas pareil que le reste de l'hôpital. Ouais, mais c'est vrai qu'en dehors de la maternité, j'ai vu quand même des mecs s'embrouiller en l'espace de 10 minutes. En fait, je devais aller chercher, je crois, des couches pour ma femme. Parce que moi, le jour de l'accouchement, j'ai pu assister à l'accouchement et rester 2-3 heures dans la chambre. Mais après, je devais dégager pendant 3 à 4 jours, sans revenir. Ah oui, carrément. Donc, rester toute seule dans la chambre. Et donc, avant de m'en aller, elle me demande d'aller chercher des couches. En sortant de l'hôpital, je vois un mec faire un scandale, un espèce de Gaulois retraité avec sa femme, il fait un scandale pour je ne sais quelle raison. Moi je sors, je vais chercher les couches, et en revenant, même pas 10 minutes plus tard, je vois pas, parce que ils étaient à l'étage du dessous, deux mecs en train de s'embrouiller. Alors apparemment c'était un maghrébin avec un africain, un noir, espèce de sale race, moi je t'ai dit que ta mère, bon voilà quoi, je les ai laissés se débrouiller entre eux. Ouais, une embrouille ethnique. Entre eux parce que je me suis dit, tu vas essayer de les séparer. Tu sais pas, il y en a un des deux qui est peut-être infecté. Puis bon, voilà, c'est le jour où ton deuxième fils est né. Allez. Prenons pas de risque. Ouais, voilà, donc. Non, c'est vrai que c'est une situation c'était un peu bizarre. Et puis 3-4 jours après, je suis revenu à l'hôpital chercher ma femme. Alors, Dieu merci, tout s'était bien passé. Elle a pas été infectée, et elle m'a appris par les infirmières. Que
même en maternité, tu vois, t'avais eu des mamans enceintes qui avaient été infectées, quoi. Ah oui, quand même, d'accord. Alors après, on n'a pas su le degré de gravité parce que bon, Hmm. bah voilà, après ma femme elle est rentrée à la maison. Oui, oui, t'allais pas t'attarder plus que ça, on va dire. Ouais. Et alors, dis-moi, toi, en tant que minorité blanche catholique, comment est-ce que ça t'a impacté, justement, le fait que les églises soient restreintes à la messe? Qu'il n'y ait plus de messe, en fait, comment est-ce que... Comment tu le Bah, vis? ça m'a un peu déçu de voir que. Alors en fait, bon, heureusement, on n'est pas passé du train-train quotidien aux églises fermées. En fait, ça s'est passé par étapes en fait. Où au début, bon bah voilà, sur demande des évêques. Donc on n'était pas encore en confinement. C'était les dernières semaines avant le confinement. Les évêques demandent aux prêtres de nous dire que maintenant, à l'intérieur de l'église, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise. Ouais, voilà, je crois qu'au début c'était ça. Et puis donc voilà, ça s'est passé assez progressivement. Et puis ensuite, on en est arrivé au stade où, bah, comme les rassemblements de plus de 100 personnes étaient Proscrit, interdits, bon hein, bah déjà on ne donnait plus la communion dans la bouche. Alors bon, je sais pas s'il y a des croyants qui nous écoutent ce soir, mais bon, ça pourrait vous paraître insignifiant, mais il y a une grande partie de la population française traditionnaliste pour qui c'est préférable de recevoir l'hostie en fait directement dans la bouche. Bah là, c'était plus possible. Donc d'accord. ça commençait un petit peu à casser les pieds, voilà. Et après, bon, bah quand on a appris que c'était carrément fermeture des églises, là il y a eu un petit côté déception parce que en fait on peut comprendre que c'est pour notre sécurité et aussi pour la sécurité des trains qui sont quand même assez exposés du coup. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une once de résistance de la part des évêques et même des prêtres, des curés responsables de paroisse. J'ai l'impression vraiment qu'ils se sont mis mais à plat ventre, alors que on a quand même connu en France des périodes bien pires. Je pense par exemple notamment à la peste lors du Moyen Âge. Ouais. Bon, bah voilà, bah, les prêtres ne cessaient pas de célébrer des messes. Voilà, ils continuaient à visiter les malades, les mourants, à donner l'Eucharistie. Bon, bah forcément, des fois ils mouraient, mais ils mouraient pour la plus haute gloire de Dieu, puisque c'était en accomplissant leur tâche. Donc bon, je peux comprendre aussi que certains prêtres aient eu peut-être un peu peur, certains fidèles aussi, mais bon, voilà, un peu partagé entre la compréhension du danger qui est possible, quoi, et une espèce de soumission au gouvernement, voilà, par exemple, nous, une solution qu'on avait proposée aux prêtres, c'était de faire comme en Pologne. Parce qu'en même temps que la France était en train de se mettre à plat ventre par rapport à ces normes sanitaires, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les prêtres en Pologne, et les évêques et les prêtres? Ouais. Ils ont décidé de multiplier par jour le nombre de messes afin de faire venir des petits groupes de paroissiens. Ah oui, Pour pouvoir respecter judicieux ça, oui, c'est vrai que c'est intelligent ça, oui. Donc bon, complètement. voilà, en gros, voilà, c'est ça, quoi. Puis en plus, on peut se dire, s'il y a plus de messes, il y a beaucoup plus de ferveur pour combattre cette maladie, quoi. Oui, bien sûr, effectivement, c'est bien, alors, ce qui fait partie, pour rejoindre ta question, dans les changements des habitudes, bah, c'était ça, c'était le fait déjà de plus aller à la messe et de uniquement prier à la maison. Même si c'était tu vois, on avait des retranscriptions sur Facebook, Okay. des messes en direct et tout. Bon, c'est vrai que ça a un petit côté qui est bien aussi, mais voilà, ça c'était un changement d'habitude, quoi. On retourne un peu aux premiers âges du christianisme. On fait ça chacun dans notre grotte cachée. Ouais, bah tu vois, dans les premiers temps du christianisme où les chrétiens étaient persécutés par la Rome, l'Empire romain païen, ils faisaient ça dans des grottes, mais ensemble, alors que là, bon, on était pas vraiment ensemble, on était juste par petits groupes, chacun chez nous, mais bon, après, c'est déjà mieux que rien, on peut pas trop non plus en demander. Hein. Et alors dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments durs pendant ce confinement? Qu'est-ce qui te paraît vraiment de très pénible? Alors, pour mon cas, rien, parce que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où en fait notre patron nous a mis au chômage technique, c'est-à-dire que on vient pas travailler
mais ils nous versent quand même notre salaire. Ah oui, c'est beau ça. Et à 100%, tu vois. Ah oui, carrément. Donc D'accord. bon, effectivement, ça, on n'aurait pas pu le faire pendant 6 mois consécutifs, Ouais. mais grâce à la trésorerie qui était accumulée depuis quelques temps, il a pu se permettre aussi. Par contre, il attend toujours mon patron le remboursement du gouvernement. Ah, ça n'a pas eu lieu alors. Ouais, donc moi, concrètement, voilà, j'ai rien eu de vraiment chiant, quoi. Parce que j'imagine que les personnes qui sont en situation, comme on dit, auto-entrepreneurs, Ouais. bah, j'imagine que pour ceux qui peuvent pas aller travailler, dans certains cas, c'est la merde, quoi, financièrement. Et moi, Dieu merci, bah, à ce niveau-là, j'ai pas eu de répercussions. Alors bon, oui, il y a quelques petits trucs négatifs. Donc c'est bien de pouvoir profiter de ses enfants à 100%, mais ça implique de se lever à la même heure qu'eux, de les écouter piailler toute la journée. Et bon, voilà, mais bon, après ça, c'est Ouais, c'est... méchant, quoi. Ah non, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas quelque chose qui est gênant plus que ça. Voilà, Ça c'est des points de détail. C'est sûr que si t'as une femme qui est une chieuse, bon, bah, tu te tapes une chieuse pendant 2 mois. Ouais, puis nos femmes, on les après, connaît avant le c'est confinement. sur Ouais, le lot de chacun aussi, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et dis-moi, dans l'autre sens, est-ce qu'il y a eu justement un peu des découvertes sur peut-être toi-même, sur de nouvelles choses pendant ce confinement, ces moments de calme, ce moment particulier dans le sens positif, quoi? Est-ce qu'il y a eu des choses Dans le sens positives? positif, Ouais. on va dire dans le sens positif et dans le sens négatif. Le sens positif, c'est que bah, je m'entends bien avec ma femme, puisque voilà, c'est la première fois que je me retrouve tout le temps avec elle. Ouais. Et voilà, on se prend pas la tête. Ou alors, ça, vraiment très peu. Et donc, bon, bah voilà, je me découvre qu'on on est vraiment bien attaché à l'autre et que notre couple est fondé sur du rock et non pas sur du sable. Après, oui, quelques petits trucs négatifs, bah, je me découvre qu'en fait, je suis une grosse feignasse. Donc, en fait, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de la musculation entre 4 et 6 fois par semaine. Ok. Et là, bah, comme les salles sont fermées, et puis d'ailleurs, elles sont pas près de rouvrir, à mon avis, c'est bien le genre d'endroit qui sera réouvert en dernier, vu le nid à microbes que c'est, enfin bref. Bah, là, en gros, j'aurais passé 2 mois à rien foutre, même pas d'abdos, rien, pas de... Et puis, tous les petits trucs que j'ai jamais le temps de faire en temps normal à la maison, des petites touches de peinture, des petits trucs à fixer au mur et tout, bah, à chaque fois, je remets à demain. Donc, je me découvre, et je dois peut-être pas être le seul, être une grosse feignasse, mais bon, rien de méchant, quoi. Rien de méchant, ça va. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu imagines l'après-confinement, là? Bah, écoute, je pense que je sais pas trop comment va se passer le déconfinement. Tu vois, par exemple, moi, mon patron demande à ce qu'on reprenne le plus tôt possible, donc j'imagine le 11, le 12, le 13 mai, quoi. Mais d'un autre côté, j'apprends que le confinement sera fait progressivement. Et comme Oui, c'est je vrai. me situe, comme j'habite dans le département qui comprend le plus de cas infectés, alors est-ce qu'ils vont me laisser vraiment sortir le 11 mai ou le 12 mai, ou alors ils vont me dire ah bah non parce que Seine-Saint-Denis vous allez être déconfiné en dernier. Bon bah tu vois, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce sera peut-être un peu le bordel, mais je sais pas, c'est un peu flou, quoi. Ok. En plus, là, j'entends qu'apparemment, il y aurait des risques après cet été, donc je pense, je sais pas, vers la fin de l'année, comme quoi il y aurait un retour du virus. J'ai du mal à y croire. Oui, bon, ça, après, les détails techniques, ça, on n'est pas très calé là-dessus. Ils nous en parlent aux médias comme si on était tous calés sur le médical, le virologique, mais on n'en sait rien, quoi. Je suis bien Bah non, d'accord on avec sait toi rien. que ça, Puis, on peut pas... et en plus, tu vois qu'à chaque fois depuis le début, à chaque fois qu'ils ont annoncé des choses, ils se sont plantés sur toute la ligne. Ils annonçaient des trucs, ensuite ils disaient l'extrême opposé, donc... Enfin, ça, c'est indéniable. Maintenant, on sait, on voit qu'ils reviennent sur ce qu'ils disent, ouais. Personne ne sait, en fait, ce qui se passe. bah non. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas, par cette attitude, nous faire comprendre, je pense, hein, sans le dire directement. Et alors, dis-moi, avant cette crise, as-tu déjà pensé de ce qui pouvait arriver de pire à la France? Ouais, c'est vrai que j'ai déjà souvent pensé, bien avant cette épidémie, bah, je pense notamment à un truc deux choses principalement. Une grosse crise économique qui plongerait le pays
peu dans l'anarchie, quoi. Bon, sans vouloir faire un scénario complètement post-apocalyptique, mais tu vois, je sais pas, à un tel point que pour t'acheter ta baguette de pain, tu dois sortir 5 euros, ou vraiment, je pense dans le cas le plus grave, bah je sais pas, tu vas tirer de l'argent à la tirette automatique, et puis bah il y a plus rien, tout le système économique s'effondre. Ça, et un truc, la deuxième chose, elle pourrait paraître un peu moins fantaisiste, bah ce serait la guerre civile. D'accord. Ok. Et j'ai ouï dire qu'en fin de compte, parce on est quand même pas mal à penser en France que c'est quelque chose qui nous pend au nez, mais moi je pense qu'en fait elle a déjà commencé, à petite dose, mais qu'en fait elle a déjà commencé, donc je pense que oui, voilà, ça c'est vraiment une grosse crise économique, ou alors, je sais pas, un conflit, tu vois, un fait divers, par exemple, Jean-Luc, voilà, Gaulois de base, qui pète un plomb, et qui, en réponse d'un énième attentat, alors c'est pas la peine de prononcer le mot islamiste, puisque, à ce que je sache, c'est pas les Chinois qui nous font des attentats, pète un plomb et des fourrailles à la cache à la sortie d'une mosquée où on fasse exploser une. Et puis là, à partir de ça, c'est pas un... Non mais là, ce que je raconte, il y a peut-être des gens qui vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est pas un délire. On a déjà vu, je pense, cette année et l'année dernière, des petits vieux un peu désespérés. Ouais, à Bayonne notamment, un mec qui a tiré sur une mosquée. Ouais, alors heureusement, il n'y a pas eu de... Enfin, heureusement, ça dépend du point de vue. Mais heureusement, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de mort, oui. Il n'y a pas eu de mort, quoi. Il n'y a pas eu de mort, mais... Enfin, imagine que ça aurait fait, je sais pas... Bah, comme ce qui s'est passé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, si je me trompe pas. Voilà. Ouais. Voilà, bah là, heureusement. Ce qui s'est passé la Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande. Ce serait passé en France, et ben là, on aurait peut-être eu ce fameux élément déclencheur dont je parle, qui voilà, aurait pu être le début de l'engrenage, en fait, puis de la montée crescendo et puis... des représailles et de l'embrasement des banlieues. Là, quand je vois, tu vois, que cette semaine, ou je crois que c'est il y a quelques jours, un jeune, un jeune scandinave qui respectait pas le confinement, un jeune scandinave, qui est sorti avec une moto avec laquelle t'as pas le droit de rouler en ville, sans casque, sans respecter les limitations de vitesse. Bon, il s'est planté dans une bagnole de flic, et là t'as la moitié de la France dans toutes les enclaves ethniques où ça pète. Bon, bah voilà, et c'est juste un mec qui s'est planté en moto sur une bagnole de flic. Qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu entends par enclave ethnique? En fait, les médias, bon, ce serait trop facile de dire que les médias nous prennent pour des cons, mais en fait, ils ont leur code en fait pour s'adresser aux Français. Donc, ils vont parler de quartiers, voilà, des quartiers. Mais des quartiers, ça veut rien dire. Moi, je suis pas raciste, hein, j'aime le couscous, donc je suis pas raciste. Mais bon, voilà, quand tu vas dans certains endroits, tu vois bien que bah, on n'est plus vraiment en France, quoi. Donc c'est ça une enclave ethnique, c'est des espèces de villes où le Français bah il a envie de se barrer parce que il reconnaît plus. Bon, ça je parle pour une génération. C'est vrai que pour un jeune de 20 piges qui a grandi dans une cité, peut-être que lui ça ne lui déplaît pas. Ou alors peut-être qu'il a pas ce certain recul que des personnes qui ont 50-60 ans et qui ont vu la France changer. Ouais, comme nos grands-parents, par exemple. La perte des codes, des traditions françaises. Ouais, voilà, donc c'est ça des enclaves ethniques. C'est des endroits où à la base, bah, t'avais des Français, puis après la Première Guerre mondiale, t'as eu des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, puis ensuite, après, avec la Seconde Guerre mondiale, t'as eu des Algériens, des Maghrébins, quoi. Puis, c'est ce qu'on l'appelle plus, ouais. C'est les cités, les banlieues, etc. Ouais, voilà, après ça a été complètement français à un moment donné, ensuite homogène, et puis maintenant, bah, c'est plus du tout homogène. C'est pour ça quand on nous parle de l'identité, en fait, on se fout de notre gueule. Moi, j'ai été en ZEP au collège, mais tu vois, je comprenais pas quand j'étais petit. Mes parents, quand ils voyaient des photos de classe, ils faisaient la gueule, ils disaient, oh, c'est pas normal. Moi, je comprenais pas. Parce que, voilà, les professeurs nous parlaient de, ouais, voilà, le multiculturalisme, mais c'est pas ça, en fait.
c'est de la ghettoisation. Quand t'as deux blancs dans une classe, excuse-moi, mais c'est pas de la diversité. De la diversité, ça aurait été, je sais pas, sur une classe de 40 élèves, 4 Français, 2 Portugais, un Norvégien, un Suisse, Ouais. un Chinois, un Maghrébin. Non, mais c'est clairement pas ça. Voilà. D'accord, donc, et puis on peut aussi dire que sur tes deux craintes d'un effondrement économique et d'une guerre civile, un effondrement économique peut aussi engendrer une guerre civile. En fin de compte, ça peut se coupler de cette manière et ça peut faire un effet domino hyper rapide, ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, faudrait vraiment qu'on n'ait pas de bol pour que les deux s'entrecroisent simultanément, quoi. Ouais, bah surtout après cette pandémie, on court sûrement à une récession forte. Alors est-ce que ça va pas engendrer justement des tensions à tout niveau social? On verra ce que ça donne. L'avenir nous le dira, mais ouais, il y a un risque, effectivement. As-tu un dernier mot à ajouter à nos auditeurs? Bah écoutez, j'espère que vous n'avez pas été choqués par ce que j'ai dit, parce que voilà, j'ai pris un ton assez libre, puisque jusqu'à preuve du contraire, je suis libre. Et comme le dit le Christ dans les évangiles, la vérité vous rendra libre et vous affranchira. Donc bah écoutez, jusqu'au début du confinement, bah prenez patience. Pour ceux qui sont croyants, bah gardez la foi, et puis pour ceux qui l'ont pas encore, il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup Fabio. Bah, merci Boris. Peut-être qu'on se retrouvera bientôt ou une prochaine fois sur notre émission Pandémie et vous, si tout ça dure. J'espère que tu ne refuseras pas un deuxième passage s'il y a lieu. Eh bien, Inch'Allah, comme on dit en Ile-de-France. Salut. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.